En quelques mots, Ferme d'Avenir, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une association qui soutient le développement de l'agroécologie depuis plus de 10 ans maintenant. Et on le fait à travers différents pôles d'activité, un pôle observatoire qui sert à documenter les pratiques agroécologiques à travers différents types de contenus, des podcasts, des vidéos, des portraits de ferme que vous pouvez retrouver sur leur site, sur notre site en accès libre, un concours également. Un pôle conseil pour les collectivités territoriales qui souhaitent installer des fermes, un pôle de financement avec Bluebees, qui est une plateforme de financement participatif pour les porteurs de projets et les agriculteurs qui souhaitent soit développer leur activité, soit, je sais pas, acheter du nouveau matériel agricole, par exemple. Et enfin, un pôle formation dont on fait partie, François et moi, et qu'on va aujourd'hui vous présenter un petit peu plus en détail avec le programme Compagnonnage. Donc moi, je m'appelle Sarah et je suis responsable du compagnonnage en PAM et en herboristerie de Ferme d'Avenir. Et moi, je suis François, bonjour tout le monde, et je suis en charge du programme compagnonnage en maraîchage agroécologique. Et on est super content avec Sarah de pouvoir vous présenter ces programmes parce que donc une formation qui est assez complexe. Donc voilà, c'est l'occasion de vous la représenter et puis aussi de répondre à toutes vos questions à la fin. On aura un petit temps d'échange pour y répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas dès à présent, vous pouvez utiliser la fonction Q&R, questions-réponses dans les fonctionnalités de Teams. Donc vous pouvez nous les poser par écrit d'ici là et sinon vous pouvez aussi vous les noter et on aura un petit temps d'échange à la fin de notre présentation. Alors, pourquoi je parlais du pôle formation chez Ferme d'Avenir? Pourquoi on a souhaité chez Ferme d'Avenir lancer une formation longue comme le compagnonnage il y a maintenant 7 ans? Parce qu'on a des enjeux en France très importants dans le monde de l'agriculture et je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà sensibilisés à ça, voire vous connaissez déjà par cœur ces chiffres. On estime que 50% des agriculteurs et agricultrices français vont partir à la retraite d'ici à 2030 sans repreneur. Donc, ce sont des chiffres du ministère de l'Agriculture et on voit l'enjeu de former la nouvelle génération d'agriculteurs et agricultrices face à ce chiffre qui est juste énorme. Et en même temps, on a de plus en plus de et porteuses de projets qui sont des NIMA, donc des personnes non issues du milieu agricole. C'est peut-être votre cas pour la plupart, donc des personnes qui, voilà, qui avaient un autre métier avant, qui n'ont pas une famille de paysans, mais qui souhaitent se reconvertir et devenir paysans ou paysannes. Donc ces personnes-là ont besoin de se former, bien évidemment et notamment se former à la pratique. C'est ce qui manque le plus en général, c'est de pouvoir se former sur une longue période à la pratique, puisque le métier d'agriculteur est un métier très technique. Et en même temps, on estime à peu près qu'on a 20 000 chefs d'exploitation par an qui cessent leur activité et 14 000 qui s'installent en moyenne. Donc on voit qu'il y a quand même, via ce ratio, un déficit. On ne compense pas le nombre de départs de chefs d'exploitation, soit à la retraite, soit tout simplement qui cessent leur activité pour des raisons économiques en général. Donc on a un vrai enjeu de former la nouvelle génération de paysans et paysannes et c'est un peu l'ambition et l'objectif du compagnonnage et de ferme d'avenir. Et par contre, un point qui est très positif, c'est que on compte 1200 exploitations en maraîchage et en horticulture en plus entre 2010 et 2020, et ce sont deux filières qui ont une dynamique positive. On a de plus en plus de personnes qui veulent devenir maraîchers ou qui veulent produire des fleurs, des pommes. C'est vraiment deux filières qui s'en sortent plutôt bien par rapport aux autres dans le monde de l'agriculture. Et d'ailleurs, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que ces productions-là vous intéressent. Donc, on va pouvoir en parler un peu plus en détail. Super, merci Sarah.
pour cette mise en contexte. Pour compléter un petit peu, ou pour plutôt passer à la suite, donc effectivement, il y a un vrai besoin de renouvellement des populations agricoles, et notamment avec des méthodes agroécologiques dans la mesure du possible, parce qu'on connaît un petit peu le contexte de l'urgence environnementale, mais aussi sociale, et qui est d'autant plus important dans le monde agricole. Et effectivement, si vous êtes connecté avec nous, c'est que vous devez être sensible à ça. Un petit rappel sur le parcours à l'installation, les quelques grandes étapes de ce parcours qui devraient normalement vous concerner si vous nous écoutez ce midi, c'est qu'a priori vous projetez une installation en agriculture vous-même. Donc, dans un premier temps, voilà, ce qui est vraiment déjà, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas un parcours type à l'installation, mais il y a plein de types de parcours. Il y a des personnes qui sont issues du milieu agricole et qui vont, dès leur plus tendre jeunesse, s'orienter vers ce milieu-là. Il y a des parcours qui sont plutôt de type de reconversion. Voilà, il y a plein de formats différents. On a essayé de synthétiser assez rapidement pour vous remettre dans le contexte dans lequel s'inscrit le compagnonnage, les étapes clés. Donc, dans un premier temps, ben, il y a l'émergence d'une idée ou d'un souhait de s'installer, de se dire pourquoi pas lancer une ferme un jour. Donc, ça implique de commencer à se renseigner sur le sujet, si c'est voilà, vraiment un domaine qui nous intéresse. D'abord d'un point de vue plutôt théorique ou dans l'idée. Ensuite, ce qui est important, c'est de confronter son projet à la réalité, donc d'aller voir vraiment sur le terrain qu'est-ce que ça veut dire un quotidien sur une ferme, quels sont les grands aspects du métier. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment nous correspond? Et pour ça, ça implique d'aller vraiment passer plusieurs semaines sur des fermes pour se rendre compte de la réalité du terrain, d'autant plus si on n'est pas ici du milieu agricole, parce que c'est un monde et un quotidien qui n'est pas toujours facile, même s'il y a beaucoup, beaucoup de belles choses et c'est un des plus beaux métiers du monde. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, donc c'est important d'aller s'y confronter pour confirmer son envie avant de passer à l'étape suivante qui serait du coup de se former. Donc, une fois qu'on est sûr que c'est ça qu'on a envie de faire, eh ben, on fait un petit peu le bilan des compétences qu'on a, ce qui peut être aussi en lien avec ses expériences précédentes, notamment sur une reconversion. Donc, est-ce qu'on a plus besoin d'acquérir davantage de pratiques, ou plutôt d'approfondir tout ce qui va être une gestion d'entreprise, parce que créer une ferme, c'est aussi créer une entreprise. Donc voilà, essayer de voir un petit peu sur quoi on a besoin de travailler. Et c'est aussi l'occasion, le temps de formation, c'est aussi l'occasion de travailler à son projet, d'en définir les grands contours. Souvent, on part avec plein, plein, plein d'idées, plein de choses qu'on a envie de faire, et puis on élague un petit peu et on définit plus précisément ce qu'on a envie de faire. Donc, a priori, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes à peu près à cette partie. Euh, Après qu'on ait obtenu une formation et acquis les compétences nécessaires pour s'installer, bah voilà, toutes les étapes de l'installation qui s'en suivent, ça va être donc de finaliser déjà son projet pour qu'il soit bien ficelé, puis ensuite trouver un foncier, mettre en place l'outil de production, monter la ferme, commercialiser, vendre sa production, et puis toute la phase de pérennisation de la ferme, et éventuellement de mettre en place de nouvelles activités sur la ferme. Voilà, grosso modo. Et donc, nous, ce dont on va parler avec le programme compagnonnage, c'est vraiment cette étape de formation. Donc, c'est à partir du moment où vous avez déjà conforté votre idée de vous installer, mais que vous ressentez un besoin de vous former, soit pour acquérir des compétences pratiques ou techniques ou de terrain, soit des compétences plutôt tout ce qui va être gestion de l'entreprise agricole, soit les deux, ce qui est tout à fait normal aussi. Et donc, c'est un peu à tout ça que va chercher à répondre le compagnonnage. Ouais. Donc, le programme compagnonnage, c'est une formation pratique qui est vraiment centrée sur l'immersion et l'itinérance sur des fermes de notre réseau. C'est une formation qui dure 7 mois et comme le disait François, qui est à destination de porteurs de projets qui sont pas au tout début de leur réflexion, qui ont déjà une idée de leur projet et qui ont aussi déjà mis les pieds sur une ferme, qui ont un petit peu d'expérience pratique. Pourquoi? Parce que c'est une formation longue, je l'ai dit, de 7 mois, donc qui est quand même assez intense et qui nécessite voilà, d'être déjà sûr de vouloir se lancer dans le monde de l'agriculture. Donc sur ces 7 mois de formation, ou 31 semaines,
vous allez avoir 3 périodes, 3 phases de 9 semaines en immersion sur 3 fermes différentes. Donc en fait, vous restez 9 semaines sur chaque ferme. Pourquoi 3 fermes? Ça vous permet de voir 3 modèles différents, donc 3 contextes pédoclimatiques différents, 3 modèles de ferme, 3 dimensionnements, manières de travailler différentes. Et ça, c'est vrai que c'est super riche et très rare dans le monde de la formation agricole de pouvoir rester déjà aussi longtemps sur des fermes pendant 9 semaines à chaque fois et de pouvoir voir 3 modèles différents. Ce sont toutes des fermes agroécologiques de notre réseau qui sont triplement performantes, c'est-à-dire que elles ont des pratiques agronomiques enfin, respectueuses de l'environnement, donc elles vont faire soit du maraîchage sur sol vivant, de l'agroforesterie, de la diversification et souvent un peu toutes ces choses à la fois. Et donc, c'est des fermes qui sont très expérimentées. Certaines sont installées depuis 10, 15, voire 20 ans pour certaines. Et donc, vous avez ces 3 périodes d'immersion. Et à côté, ou plutôt entre chaque phase sur les fermes, vous avez ce qu'on appelle des périodes de regroupement. En fait, c'est des semaines de théorie où on va, avec Ferme d'Avenir, vous dispenser des compléments théoriques à la pratique sur différents sujets liés à l'installation. Donc, ça va être, par exemple, une masterclass d'agronomie, une masterclass sur le parcours à l'installation, une autre sur les bases juridiques, sur des bases en comptabilité, sur la transformation des PAM pour le parcours PAM, etc., etc. Sur la viabilité économique aussi, comment mettre en place un modèle de ferme viable. Euh, donc, euh, donc voilà, vous avez 4 semaines en tout de théorie. Et enfin, le troisième axe d'accompagnement pédagogique, c'est que tout au long de la formation, donc vous allez travailler sur votre projet professionnel. En fait, l'idée, c'est qu'à la fin, vous rendiez un dossier sur votre projet professionnel. Et tout au long de la formation, vous êtes accompagné par un ingénieur agronome de notre équipe pour travailler sur ce projet, pour affiner votre projet professionnel. Donc, vous avez plusieurs rendez-vous téléphoniques ou en visio pour affiner votre projet. Et enfin, il y a une option, donc là, c'est pour les personnes qui le souhaitent, de passer un BPRA 100% en distanciel en même temps que le compagnonnage. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on organise le compagnonnage un petit peu pour que ça puisse coller avec le BPREA en distanciel et vous avez une demi-journée par semaine dédiée au travail sur vos cours du BPREA. Donc, il faut être un petit peu autonome puisqu'en fait, vous organisez vraiment votre travail comme vous voulez. C'est des cours en visio, des PDF, et donc voilà, vous organisez pour suivre ces cours. Euh, Ça reste une demi-journée par semaine que nous, on banalise pour ce BPRA. En général, il faut travailler aussi un petit peu le soir et le week-end sur le BPRA parce qu'en fait, c'est quand même des cours théoriques très denses. Et une demi-journée par semaine, en général, ça suffit pas. Donc, si vous choisissez ce double cursus compagnonnage plus BPRA, voilà, ça fait une formation assez intense, mais ce qui peut être en même temps très intéressant pour beaucoup. Là, cette année, on a à peu près la moitié des compagnons qui ont choisi ce double cursus, parce qu'en fait, en un an, vous allez accumuler 7 mois de pratique avec le compagnonnage et en même temps, vous allez être diplômé et donc avoir la capacité agricole, ce qui va vous permettre d'accéder aux aides à l'installation. Et dans une période où les droits au chômage sont de plus en plus réduits, notamment en termes de durée, ça peut être très intéressant pour les personnes de se former avec ce double cursus, si vous n'avez pas le temps de faire 2 formations à la suite. Voilà. Voilà, vraiment en quelques mots, le compagnonnage, on pourra y revenir si vous avez des questions sur vraiment l'organisation en pratique. Mais il y a vraiment ces 3 volets pédagogiques avec 3 phases d'immersion sur 3 fermes différentes, de la théorie, des compléments théoriques.
et un accompagnement professionnel. Et si on essaie d'y voir un petit peu plus en détail, de mettre tous ces apprentissages-là sous forme de frise, on a essayé de faire une frise qui résume un petit peu tout ça, pour voir à quoi ressemblerait le parcours d'un compagnon ou d'une compagnonne le temps du compagnonnage. Alors, si voilà, est-ce que j'arrive à zoomer? Super. Donc, si on passe toutes les étapes où voilà, vous découvrez, vous entendez parler pour la première fois du programme de compagnonnage, vient la partie donc, de candidature. Donc, à noter que les candidatures se font sur notre site Ferme d'Avenir, sur l'onglet compagnonnage que vous pouvez trouver dans l'onglet Se former. Donc, on vous demande de remplir un petit questionnaire de candidature qui permet de retracer un petit peu votre parcours, notamment les expériences agricoles, mais on est aussi intéressé de savoir ce que vous avez fait en dehors de vos expériences agricoles, et puis de détailler un petit peu votre projet. Ensuite, on réalise un entretien avec Sarah ou moi et une ferme du programme. Cette partie entretien vient après l'étude des candidatures. Euh, voilà. Voilà. Et donc, à la suite de l'entretien, si on estime que voilà, vous avez le profil qui correspond bien au programme, votre candidature est validée et on procède donc à la phase d'inscription qui, au-delà des aspects administratifs, est aussi l'occasion pour vous d'établir vos vœux de parcours d'apprentissage, puisqu'il faut noter que sur les 3 fermes dont parlait Sarah que vous allez visiter, c'est l'équipe pédagogique de Fermes d'Avenir qui détermine les parcours des fermes sur la base de vos vœux d'apprentissage. Donc, les vœux d'apprentissage, ça peut être le format de ferme, ça peut être le type de pratique culturelle, ça peut être les régions, ça peut être tout un tas de critères qui vous sont demandés et qui permettent ensuite, sur cette base, et aussi en lien avec votre projet professionnel, de créer le parcours des fermes. On se retrouve ensuite donc début février assez vite où là vous préparez donc votre sac pour ces 7 mois de formation dans lesquels vous allez vous lancer. Et on se retrouve tous ensemble début mars avec la semaine d'ouverture qui se fait dans un gîte dans le Perche qu'on loue depuis quelques années maintenant. Et qui est une semaine, la première semaine de regroupement, d'ouverture, où ça va être l'occasion déjà de toutes et tous vous rencontrer, de rencontrer aussi les fermes formatrices et puis l'équipe, bien sûr. Et c'est aussi une semaine où on dispense les premières formations théoriques, donc par exemple le design de ferme, l'agroforesterie, ce genre de cours théoriques qui permettent de partir avec des bonnes bases pour vous lancer dans le programme et commencer aussi à réfléchir à votre futur projet d'installation. C'est aussi une semaine très intense et enrichissante d'un point de vue humain, puisque voilà, pendant une semaine, on va être toutes et tous ensemble et au-delà des cours, partager plein de moments en dehors des cours et faire connaissance pour les 7 mois à venir. Après cette semaine d'ouverture, vous partez donc sur votre première ferme, donc de mars à mi-mai, pendant 9 semaines, où là, ça va être tous les aspects pratiques du métier de cette période. C'est beaucoup de préparation de culture, les premiers semis, aussi de la commercialisation déjà à ce moment-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre avec les paysans et les paysannes qui sont vos tuteurs pendant ces périodes-là, tous les aspects du métier, que ce soit sur le terrain, sur la production, mais aussi de voir comment on gère une ferme au quotidien, voir aussi les aspects de commercialisation, voilà, tout ce qui est inhérent au métier de chef d'exploitation. Donc ça, c'est la première période qui va durer 9 semaines. C'est aussi à ce moment-là que vous allez commencer à travailler sur votre projet professionnel, votre projet d'installation, qui va être vraiment votre fil conducteur tout au long de l'année et qui va aboutir, comme le disait Sarah tout à l'heure, à la présentation en fin d'année d'un dossier. Donc, dès cette période-là, on commence à travailler dessus, à, à avoir les premières lignes de son projet d'installation. Après cette première phase sur une première ferme, on se retrouve au même endroit qu'à l'ouverture, donc dans le Perche, dans ce gîte, pour une semaine de regroupement où là, ça va être aussi très intense parce que tout le monde a envie d'échanger, c'est partager ses retours d'expérience sur ses premiers mois en immersion. Et c'est aussi une semaine où on a des cours théoriques qui viennent compléter la pratique, donc notamment des cours d'agronomie, mais aussi de viabilité économique.
et qui viennent donc compléter tout ce que vous aurez vu sur les fermes lors de la phase précédente. Après cette semaine, on repart sur une deuxième ferme. Donc, on poursuit son parcours, on continue d'apprendre sur le terrain avec les paysans et les paysannes. Ce qu'on a oublié de préciser aussi, c'est que lors de ces phases en immersion, il y a 1 heure de tutorat par semaine qui est dédiée avec les paysans et les paysannes qui sont vos tuteurs, où là, c'est l'occasion aussi de discuter avec eux de sujets qui sont difficiles à voir quand on a les mains dans la terre au champ. Donc, par exemple, ça peut être la comptabilité, ça peut être le plan d'assolement, ça peut être le plan d'irrigation, tout un tas de choses qui viennent compléter ce que vous voyez au champ avec les paysans et les paysannes qui sont vos tuteurs. Donc après ces 9 semaines, donc ces 9 nouvelles semaines d'immersion, là, vous avez aussi continué à travailler votre projet d'installation. Et à cette période, donc on travaille d'autres choses, de mai à juillet, où on a pas mal de récoltes aussi qui commencent. Là, on continue de préparer des sols. À semer, etc. Et donc vient une nouvelle semaine de formation qui cette fois se fait en distanciel, qui intervient à fin juillet. Le distanciel qui permet aussi de faire une petite coupure, qui vous permet aussi notamment de rentrer chez vous, par exemple, pour suivre les cours de chez vous à cette période-là, puisqu'effectivement, pendant 7 mois, vous allez vous balader un petit peu partout en France. Donc, c'est aussi l'occasion de faire une petite pause. Et donc là, on va avoir des cours également d'agronomie et pas mal d'économie, de comptabilité, de base juridique aussi, qui vont venir compléter votre apprentissage aussi sur votre dossier d'installation et voilà, d'avoir des nouveaux éléments pour compléter votre projet. Et enfin, donc à partir de début août, on part sur la troisième ferme jusqu'à fin septembre, début octobre, où là, voilà, une phase assez intense aussi d'un point de vue climatique souvent, parce que voilà, il fait un petit peu chaud, surtout si on est sur des fermes dans le sud. Et donc là, ça permet aussi bah, de vivre toute la saison de maraîchage ou de PAM et de voir toute la période aussi estivale. Pas mal de récoltes et de commercialisation aussi à cette période. C'est aussi à ce moment-là que vous allez finaliser vos dossiers qui vont être donc présentés lors de la semaine de clôture qui a lieu entre fin septembre et début octobre. Donc une semaine, on se retrouve à nouveau dans ce gîte qu'on loue dans le Perche. Et vous aurez donc envoyé vos dossiers de présentation de votre projet d'installation, qui est souvent un dossier qui fait entre 20 et 50 pages selon les personnes et qui va vraiment décrire donc tout votre projet d'installation. L'ambition du projet, là, une présentation générale, toute la partie agronomique, donc quelles activités agricoles vous voulez mettre en place, avec quelles techniques culturales, les itinéraires techniques, etc. Le design de la ferme. Aussi la partie économique, donc quel est le plan d'investissement que vous envisagez, quelles sont les recettes que vous espérez produire sur les premières années, le salaire que vous souhaitez vous dégager, etc. Donc vraiment un dossier très complet et qui est donc travaillé tout au long de l'année et présenté enfin à la clôture avec un jury qui est composé d'un agronome de l'équipe de Ferme d'Avenir, d'une ferme du programme et d'une personne extérieure qui peut être soit aussi un agronome, soit un paysan ou une paysanne extérieure au programme. Donc, c'est aussi l'occasion d'avoir vraiment tous les retours sur votre projet d'installation, ce qui est une occasion assez unique d'avoir des conseils pour votre future installation. Et donc, c'est aussi l'occasion de célébrer ces 7 mois passés ensemble. Donc, une semaine où on va pouvoir faire un petit peu le bilan et puis faire un peu voilà, la célébration avec tous les autres compagnons, compagnonnes, les fermes et l'équipe des fermes d'avenir. Et ensuite, ben, vous aurez normalement toutes les clés en main pour votre projet d'installation. Donc, on reste bien sûr en lien avec les anciens compagnons et compagnonnes, où on peut voilà, donner des conseils sur les projets. S'il y a aussi, sinon, on reçoit des opportunités d'installation, de foncier ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut transmettre à nos alumni, entre guillemets. Et ensuite, lorsque vous finirez enfin par vous installer après un parcours riche et intense, vous pourrez aussi bénéficier de certains avantages qu'on a au sein du réseau de Fermes d'Avenir. Donc, on a quelques partenariats commerciaux, aussi des campagnes de financement participatif avec Bluebees, et voilà, ce genre d'avantages auxquels vous pourrez prétendre quand vous serez installé. Et puis, peut-être, pourquoi pas à terme, vous-même accueillir des compagnons et des compagnonnes à l'avenir.
Voilà pour cette grande frise du compagnonnage. Et je crois qu'on a à peu près tout présenté, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, si vous avez des questions, on serait super content de pouvoir y répondre. Il y en a une de la part de Tom dans le questions et réponses. Super. Alors. Donc je vais la lire comme ça tout le monde pourra entendre. Donc Tom nous dit, j'ai vu qu'il était préférable d'avoir une expérience agricole en tant que bénévole, salarié, woofer, etc. avant de candidater sur cette formation. Avez-vous dans votre réseau avez-vous dans votre réseau des fermes prêtes à accueillir des stagiaires sur une période plus ou moins longue pour confirmer le projet et se tester sur une ferme? Alors, effectivement, c'est vrai qu'on aime bien que les personnes qui candidatent au compagnonnage aient un minimum d'expérience agricole avant, parce que c'est important avant de se lancer dans 7 mois, d'avoir déjà mis les pieds dans une ferme et les mains dans la terre. C'est une très bonne démarche d'aller faire un petit peu de woofing avant de commencer le compagnonnage, soit auprès de fermes vers chez vous, soit c'est également possible dans des fermes du programme. Quand vous candidatez au compagnonnage, bah voilà, comme l'a dit François, il y a un entretien avec François ou moi-même et si on voit que bah, vous êtes motivé, que vous avez un super projet, mais que vous manquez un petit peu d'expérience, on peut vous proposer d'aller vous tester sur une ferme du programme compagnonnage, donc soit en maraîchage, soit en PAM, avant le début de la formation. Donc ça, c'est tout à fait possible de l'envisager. Mm. Sinon, vous pouvez aussi aller vous promener sur le site du WOOF France, où il y a un certain nombre des fermes qui font partie du réseau de fermes d'avenir qui sont référencées, mais il y a tout un tas de fermes partout en France qui acceptent d'accueillir des personnes. Et effectivement, comme disait Sarah, c'est important d'une part d'avoir pu confronter son projet, mais c'est aussi une manière d'arriver dans le programme compagnonnage avec un certain nombre de bases et d'être sûr d'avoir des réponses à vos questions plutôt que de nouvelles questions qui vous arriveraient. Donc voilà, d'arriver un minimum préparé, c'est d'autant plus important. En attendant qu'il y ait de nouvelles questions, n'hésitez pas à les poser. Une question qu'on nous pose souvent et qu'on a oublié de préciser, c'est l'accueil à la ferme qui se fait. Donc, les fermes formatrices mettent en place, enfin, mettent à disposition un hébergement sur leur ferme lors des phases d'immersion. Donc, ça peut être soit directement sur la ferme lorsqu'il y a une chambre de disponible, par exemple. Donc, c'est un logement, un chambre individuelle, chauffée, etc. Ça peut aussi être dans un mobil-home sur la ferme, ou ça peut être dans un appartement à proximité. Donc voilà, il y a différentes modalités selon les fermes qui sont toutes différentes les unes des autres. Mais en tout cas, voilà, l'hébergement est pris en charge par les fermes. Il est possible aussi d'y rester le week-end, mais vous n'êtes pas obligé. Donc les week-ends peuvent être libres. Vous pouvez aussi rentrer chez vous ou aller vous promener dans la région où vous serez. Mais c'est aussi bien sûr possible de rester sur la ferme. Et il y a donc une partie de la nourriture qui peut être prise en charge aussi par les fermes. Donc, notamment dans le parcours maraîchage, il y a l'accès à un panier de légumes hebdomadaire. Et en parcours PAM, c'est un petit peu adapté aussi. Oui, c'est les repas du midi qui sont pris en charge selon l'organisation de chaque ferme. Donc, certaines vous donnent accès à des produits de base, d'autres vous donnent une somme d'argent par semaine ou par mois pour que vous alliez faire vos courses vous-même. Voilà, mais en tout cas, vous avez accès à une cuisine aussi pour, enfin, vous cuisinez vos petits plats le midi, le soir et les week-ends. Une question pour vous? Alors, il y a deux questions. Il y a Camille qui demande à quel point notre projet doit-il être précis. Euh, en fait, c'est pas obligé que votre projet soit très précis parce que vous êtes en formation et vous êtes là en fait pour apprendre et le compagnonnage, il vous aide vraiment à affiner votre projet professionnel. D'où les rendez-vous professionnels avec un ingénieur agronome et d'où ce travail tout au long de l'année sur votre dossier.
qui va se construire vraiment au fur et à mesure des semaines dans le compagnonnage et aboutir à la fin à voilà, un dossier, à un rendu d'une vingtaine de pages ou plus sur votre projet. C'est OK d'arriver dans le compagnonnage et d'avoir, voilà, d'être encore dans le flou sur votre projet. Donc ne vous censurez pas. Je dirais, si votre projet est encore flou, c'est normal. Et de toute façon, voilà, c'est compliqué quand on se reconvertit dans le milieu de l'agriculture. C'est normal d'avoir plein de questions, d'être un petit peu dans le flou. Donc il y a pas de souci de ce côté-là. Nous, ce qu'on va surtout regarder, c'est d'une part si vous êtes en mesure de définir un minimum vos envies. C'est-à-dire que si vous nous dites que vous avez envie de faire du maraîchage, de l'élevage, de l'arboriculture, plus des huîtres ou que sais-je, enfin tout un tas de choses, où ça va être un petit peu trop, partir un petit peu trop dans tous les sens. Nous, on va avoir tendance à se dire que peut-être vous manquez un peu d'expérience pour avoir vraiment vu ce que ça implique et ce qui vous plaît. Donc ça va être une première chose. Et la deuxième chose, ça va être aussi de voir si c'est cohérent. Par exemple, quelqu'un qui va nous dire que il veut faire 15 hectares de maraîchage tout seul en MSV. Bon, bah, on va se dire que c'est pas forcément cohérent avec la réalité. Donc, l'idée, c'est pas forcément que vous sachiez déjà la taille que vous voulez précisément ou la région d'installation ou les techniques culturales, mais c'est d'avoir un peu l'ordre, des ordres de grandeur. Et une certaine cohérence entre ce que vous souhaitez mettre en place et avec vos envies, quoi. Et d'ailleurs, on a beaucoup de compagnons, la majorité qui n'ont pas encore leur foncier. Ouais. On en a même très peu, peut-être 2 ou 3 cette année qui ont déjà leur terre. Mais donc, c'est normal de pas savoir aussi encore où vous voulez vous installer. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de compagnons qui souhaitent faire leur parcours compagnonnage partout en France, donc avoir leurs 3 fermes dans différentes régions en France pour voir un petit peu le contexte par exemple, de la Normandie, de la région PACA et de l'Île-de-France pour les aider aussi à affiner leur projet de ce côté-là et de savoir un petit peu plus où j'aimerais m'installer. Ça va dépendre des opportunités qu'on va trouver, mais parfois aussi du contexte pédoclimatique, du réseau agricole déjà en place. Et voilà, quand on se sent bien aussi dans une région, c'est aussi un projet de vie. Donc, c'est normal voilà, d'être au stade où vous savez même pas encore où vous voulez vous installer, dans quelle région. C'est toujours un gros morceau, le foncier à trouver, et ça se fait souvent soit en cours de compagnonnage, soit après le compagnonnage. Et il y a d'autres questions. Il y a Enora qui demande bonjour, je viens de commencer un BPERA 100% à distance de septembre 2024 à mi-juin 2025. Est-il possible de faire des aménagements pour que je puisse participer au programme compagnonnage, sachant que j'ai 8 semaines de stage entre mars et juin? Ben oui. A priori, je pense pas que ce soit un cas de figure qu'on ait déjà eu, Je pense pas. mais on pourra en discuter individuellement si tu souhaites, Enora. Mais a priori, pour préciser peut-être aussi, notre partenaire pour le BPROA, c'est le CFPPA de Onde pour ce qui est du maraîchage. Et de Naturapol pour PAM. Mais voilà, si jamais vous êtes déjà inscrit en BPROA en distanciel, le mieux c'est de voir au cas par cas, mais voilà, c'est possible de faire des aménagements a priori. Tom demande est-ce que cette formation est éligible au CPF? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Sur la question des financements, la formation peut être financée par France Travail, qui prend en charge la formation, qui dans ce cas coûte 3 500 euros. On a pour les Parisiens, les Parisiennes, quelques places qui sont financées par la ville de Paris, donc pour les personnes résidant à Paris. Et sinon, en autofinancement, nous, on fait en sorte
de rendre la formation la plus accessible possible pour toutes et tous. Donc, on abaisse le coût à 1 500 euros par personne. Donc, on va chercher des subventions publiques pour rendre ce coût abordable. Et c'est possible de payer en plusieurs fois tout au long des 7 mois de formation. Donc, d'étaler les paiements et de ne pas payer les 1 500 euros d'un coup dès le début de la formation. Peut-être pour compléter sur la question du CPF, donc le CPF, il n'est pas éligible pour le compagnonnage, mais vous pouvez l'utiliser dans le cadre du double cursus avec le BPROA. Ou alors, ce qui est possible aussi de faire, c'est de financer votre BPROA avec votre CPF et d'autofinancer le compagnonnage. Donc, ouais, il y a plusieurs schémas selon votre situation. Mais en tout cas, le CPF ne permet pas de financer le compagnonnage tout seul. Donc du coup, on a répondu à la question de Cédric. Noé demande, donc sur le BPRA toujours, est-ce qu'on le commence et le termine en même temps que le compagnonnage? Donc ça dépend. Les deux sont possibles. En parcours maraîchage avec le CFPPA de Onde, il y a des sessions tous les mois qui démarrent. Donc vous pouvez choisir de démarrer votre BPRA 100% distanciel en même temps que le compagnonnage, donc au mois de mars par exemple, ou vous pouvez décaler si vous souhaitez pas les faire commencer en même temps pour voilà, peut-être prendre, je sais pas, les 2 premiers mois seulement le compagnonnage pour vous habituer, vous acclimater et commencer le BPRA un petit peu plus tard. Donc du coup, les fins des formations seront décalées aussi. En sachant que pour le BPROA, c'est 12 mois hein, à peu près, même si vous êtes en 100% distanciel et assez libre dans la manière de vous organiser, de vous présenter aux examens. On estime qu'il faut à peu près 12 mois pour passer le BPROA. Donc cette année, on a des compagnons, la majorité qui ont commencé un petit peu à peu près en même temps, compagnonnage et BPROA, mais on en a certains qui ont commencé, par exemple en PAM, la session de juin. Donc ils avaient déjà quelques mois de compagnonnage et là c'était pour des questions de financement. Le temps que le dossier passe auprès de la région, la compagnonne a démarré son BPROA en juin. Donc elle finira un petit peu plus tard et pas mal en décalé par rapport au compagnonnage, mais c'est tout à fait possible. Et ça peut être bien aussi de ne pas finir en même temps pour pas avoir tous les rendus à la fois du compagnonnage et du BPROA à la même période. Là. Question dans l'onglet conversation aussi, je Ah. de Marianne. Alors, oui, tout à fait. Alors, Morgane demande si nous sommes déjà en lien avec une ferme, est-il possible que cette ferme rejoigne le réseau des fermes accueillantes? Si oui, à quelles conditions? Alors, c'est un petit peu compliqué comme ça. Nous, on a un réseau de fermes accueillantes avec lesquelles on travaille depuis pas mal d'années maintenant. Ça peut évoluer à la marge, c'est-à-dire que parfois on a des fermes qui rejoignent le programme, parfois on en a qui font une pause. Donc ce groupe-là évolue un petit peu marginalement. Pour le moment, on n'a pas prévu d'intégrer de nouvelles fermes a priori pour l'année prochaine. Donc pour l'instant, ce serait plutôt non à la question. Par contre, on est toujours preneur de rencontrer de nouvelles fermes et d'avoir on a une base de données de fermes qui seraient intéressées et intéressantes pour le compagnonnage. Donc, tu peux toujours nous mettre en lien avec cette ferme, mais on ne peut pas en tout cas garantir qu'on puisse l'inclure dès l'année prochaine. Alors, Morgane, je crois que Ouais. tu veux essayer de parler, donc je vais t'autoriser le micro, ce sera peut-être plus simple si tu veux compléter ta question. Par contre, ton micro est coupé, il faut juste que tu l'actives au-dessus normalement. Maintenant, j'ai la main. Ok, Super. bonjour. C'était juste Bonjour. pour compléter parce que c'est passé très vite la slide tout à l'heure sur les fermes et là, je suis sur le site internet dans le réseau des fermes d'avenir, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de fermes que ce que vous avez présenté tout à l'heure. Ouais, c'était juste tout une à fait. question. Est-ce que les fermes qui accueillent du coup le programme, c'est celles que vous avez présentées tout à l'heure et si possible, est-ce que c'est possible de revoir la carte et éventuellement de zoomer un peu? Ou est-ce que en fait la carte qui est sur votre site Réseau Ferme d'Avenir, là,
elles sont toutes éligibles. Enfin voilà, juste peut-être repréciser ça, parce qu'il y en a beaucoup plus là, notamment dans le coin de l'Auvergne-Rhône-Alpes, me concernant. Ouais, alors sur notre cartographie, donc là je suis en train de zoomer, je sais pas si on voit toujours mon écran, pour le parcours maraîchage et donc en dessous pour le parcours en PAM. Et donc sur la cartographie, effectivement, il y a tout un certain nombre de fermes qui font partie de notre réseau, en fait, qui sont des fermes avec lesquelles on échange sur différents programmes. Et normalement, vous pouvez cocher, il y a un petit filtre qui peut s'appliquer pour voir quelles sont les fermes qui sont hôtes du compagnonnage. Et vous pouvez aussi les retrouver sur l'onglet spécifique du compagnonnage sur notre site. Mais donc effectivement, toutes les fermes qui sont référencées sur notre cartographie ne sont pas forcément des fermes accueillantes du programme. Mm. Et encore une fois, pour compléter, les fermes du compagnonnage sont aussi sélectionnées, comme je le disais tout à l'heure, pour leur expérience, leur expertise, pour leurs techniques agronomiques qui sont très poussées, pour l'aspect social aussi, donc l'ancrage sur le territoire. Ce sont des fermes qui commercialisent beaucoup en vente directe, en AMAP, en circuit court, et pour aussi la viabilité économique, c'est-à-dire leur capacité tout simplement à se verser un salaire et à ce que leur modèle de ferme fonctionne. C'est pour ça que, tout comme les compagnons, les fermes sont sélectionnées pour rejoindre le programme. Toute ferme qui veut ne peut pas rejoindre le programme. C'est avant tout voilà, sur leur grande expérience et expertise que nous, on les sélectionne. Et petite précision quand même pour le parcours PAM, il y aura d'autres fermes qui vont rejoindre le programme en 2025. Là, j'ai des échanges actuellement avec plusieurs fermes et on devrait notamment aller dans d'autres régions, du côté des Vosges et du Jura, et avoir quelques fermes en plus dans des régions où on est déjà présent. Donc, elles sont pas encore sur le site. Mais elles seront ajoutées dès que ce sera finalisé avec elles sur les pages du programme compagnonnage. Mais en tout cas, oui, pour compléter, Morgane, n'hésite pas à nous mettre en lien avec la ferme sans qu'on puisse pour autant garantir son intégration pour l'année prochaine. Mais voilà, l'idée étant que nous, on essaie d'avoir un nombre de fermes cohérent avec les promotions de compagnons et de compagnonnes. Donc pour 2025, on aura notamment 24 places en maraîchage et 20 places en PAM. Qui commencent déjà à bien se remplir. Donc, ne tardez pas trop à candidater si vous êtes intéressé. Donc, on essaie d'ajuster le nombre enfin, les fermes d'accueil avec les promotions. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de mouvement à la marge d'une année sur l'autre, mais on ne peut pas forcément garantir d'intégrer de nouvelles fermes d'une année à la suivante. Mm. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Morgane. Il y aura nos coordonnées en fin de slide aussi pour que vous puissiez nous écrire et aussi nous mettre en lien si jamais. Et donc, du coup, ça répond aussi à la question de Célia qui est intéressée par le maraîchage en région sud-sud-ouest. Donc là, comme tu peux le voir sur la carte, il y a notamment 2 fermes, Potager et compagnie, et les jardins du Buëch en région PACA. Sud-sud-est ou sud-sud-ouest? Alors, est-ce que c'est sud et sud-ouest ou juste sud-ouest? Je ne sais pas. On n'est pas encore dans le sud-ouest pour le moment, mais à l'avenir peut-être. On y est pour les femmes, mais pas pour le maraîchage encore. Alors, il y a d'autres questions. Alors, Noé qui demande, pendant les stages, on se retrouve seul sur les fermes ou en groupe, en binôme? Ouais, très bonne question, on n'en a pas parlé. En général, et dans le parcours en maraîchage, vous êtes toujours en binôme de 2 compagnons. Donc, ce qui est assez sympa et ce qui vous permet aussi d'échanger sur vos projets, de progresser ensemble. Là où dans le parcours PAM, il y a quelques binômes, mais c'est plus souvent un seul compagnon sur les fermes, tout simplement pour des questions de logement. Les fermes en PAM sont en général un petit peu plus petites, où voilà, elles peuvent accueillir une personne dans leur logement, mais pas 2.
Donc voilà, mais en maraîchage, c'est des binômes à chaque fois. Ou ça peut arriver qu'il y ait des phases avec une seule personne sur les fermes pour des raisons logistiques aussi. Mais voilà, l'objectif, c'est la plupart du temps en binôme, même si ça peut arriver qu'il y ait des phases où il n'y a qu'une seule personne. Et les binômes changent d'une phase à l'autre. Vous allez pas vous retrouver avec la même personne sur les 3 phases, vous allez être avec un binôme différent. C'est ce qui fait aussi que le compagnonnage, au-delà d'être une formation voilà, sur tout le métier, c'est aussi une formation assez riche d'un point de vue humain parce que vous allez vraiment partager beaucoup de choses, que ce soit avec les autres personnes de la promo, mais aussi avec les fermes d'accueil, avec nous, l'équipe Femmes d'Avenir. Donc voilà, c'est aussi intense d'un point de vue relationnel et humain. Mm. Et ensuite, il y a Camille qui demande, est-il possible dans un premier temps de faire le BPRA sans le compagnonnage parce que je n'ai pas l'expérience nécessaire pour candidater à ce programme maintenant. Donc l'idéal serait d'obtenir mon BPRA cette année et de candidater au programme compagnonnage l'année prochaine. Et bah oui, c'est tout à fait possible si tu préfères commencer par le BPRA parce que peut-être que ça te rassure d'avoir les bases théoriques et ensuite candidater au compagnonnage l'an prochain, il n'y a pas de souci. On a des compagnons qui font les deux, hein, soit double cursus, donc les 2 formations en même temps, soit qui commencent par un BPRA et font un compagnonnage ensuite, ou qui commencent par un compagnonnage et font un BPRA après. Donc les deux sont possibles. Je me permets quand même de te partager l'expérience d'une compagnonne de cette année. Après, c'est vraiment ton ressenti et si tu sens que tu n'as pas l'expérience, c'est OK. Mais j'ai une compagnonne cette année qui n'avait pas du tout d'expérience pratique, qui était cuisinière de métier, mais voilà, qui était très motivée pour rejoindre le programme et qui avait déjà du foncier. Et finalement, bah, on l'a prise dans le programme parce que c'est le critère de la motivation finalement qui a primé sur celui de l'expérience pratique et ça se passe super bien cette année sur les fermes parce que voilà, elle s'y est très vite, elle s'est très vite habituée à la pratique, à être sur une ferme. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, on affiche ce critère de l'expérience minimale qui est importante, mais on a certaines personnes très motivées qui rejoignent avec très peu d'expérience, avec qui ça peut très bien se passer. Donc ne vous censurez pas quand même si jamais vous avez envie de vous lancer. Ensuite, on a Paloma qui demande, mon projet comporte un atelier en maraîchage et un autre en PAM. Existe-t-il des fermes d'accueil qui ont les 2 activités sur les différents parcours? Oui, on a des fermes qui font les deux, ce qui est super et on a souvent, enfin, chaque année, on a 1 ou 2 compagnons qui ont un peu ce projet maraîchage et PAM. Donc, c'est tout à fait possible d'aller sur une ferme qui fait les deux. On a notamment la ferme Sapousse en Île-de-France, qui est vraiment une super ferme. On a également la ferme de Sarriette et Roquette dans les Hautes-Alpes qui fait du maraîchage et des PAM. Et après, à voir, mais ça peut être envisageable de faire une phase avec une ferme vraiment spécialisée en maraîchage et une autre phase avec une ferme spécialisée en PAM. En fonction de ton projet, c'est tout à fait possible. Ensuite, on a une autre personne qui demande si on a un problème de santé en cours de formation compagnonnage qui nous oblige à un arrêt de travail, comment cela est-il géré? En fait, quand vous êtes en formation compagnonnage, vous avez le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Donc, en cas de maladie, d'accident, quoi que ce soit, vous pouvez tout naturellement aller chez le médecin ou vous faire soigner sans problème et vous avez un arrêt de travail qui vient justifier de l'absence pendant la formation. Donc, ça ne pose pas de souci. D'ailleurs, à ce propos, lorsque vous êtes en formation compagnonnage, vous conservez, si vous en avez, des droits chômage, les ARE, pardon, les allocations de retour à l'emploi. Le RSA, enfin, Voilà, les aides. le RSA aussi, enfin voilà, toutes les aides et allocations que vous touchez, vous les conservez pendant votre temps de compagnonnage. Donc, au même titre que pour des arrêts de travail, voilà, tout peut être justifié. Donc, ça fait juste une absence justifiée, ça pose aucun souci. Et on a Camille qui demande où faut-il s'inscrire pour le BPRA?
Donc, si tu veux faire le double cursus, bah, l'inscription au BPRA se fait dans un second temps. Dans un premier temps, il y a l'entretien de motivation avec François ou moi. Et si bah, la personne, le candidat ou la candidate est admis ou admise dans le programme, eh bien ensuite, nous, on fait le lien avec chaque BPRA, donc soit Onde pour le maraîchage, soit Nature à Pôle pour les PAM et pour que vous vous inscriviez auprès du BPRA. C'est donc deux inscriptions différentes en fait. Il faut avoir un petit peu ça en tête. C'est pas parce que vous vous inscrivez au compagnonnage que vous allez automatiquement être inscrit au BPRA. Il faut refaire un dossier auprès du CFPPA. Mais nous, en tout cas, on fait le lien. Ce qui permet aux équipes des CFPPA de vous identifier comme faisant le parcours compagnonnage en double cursus. Et après, donc, c'est une autre démarche pour le financement de la formation à faire. On l'a dit, soit CPF pour le BPRA, soit France Travail. Voilà, donc ça fait quelques démarches administratives et de demande de financement à faire en parallèle. Mais nous, on peut vous accompagner là-dessus parce qu'on sait bien que c'est pas toujours facile de s'y retrouver entre France Travail, les demandes des conseillers, conseillères Pôle emploi, parfois pour justifier le financement de la formation. Donc, on peut vous accompagner là-dessus pour argumenter ou muscler un petit peu votre dossier si besoin auprès de France Travail, notamment pour faire financer la formation, que ce soit le compagnonnage ou le BPRA d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on a Tom qui demande, lorsqu'on est salarié, sur quelle modalité peut-on suivre la formation? Autorisation d'absence. Le statut stagiaire de la formation pro est-il compatible avec une activité salariée dont on se serait libéré le temps de la formation? C'est une excellente question. On n'a pas eu ce cas de figure-là encore a priori. Euh, en fait, ça, c'est encore une fois, c'est vraiment au cas par cas selon les situations. Là, c'est un petit peu difficile de répondre. Mais a priori, si tu es dégagé de tes obligations vis-à-vis de ton emploi, le temps de la formation, ça pose pas de problème pour poursuivre le programme. Par contre, ce qui serait a priori non faisable, ce serait de cumuler les deux, c'est-à-dire de continuer en emploi et en même temps de suivre la formation parce que il y a que 24 heures dans une journée, donc c'est pas Mm. possible de tout faire. Mais si tu parviens à te libérer le temps du programme, a priori, pas de souci à rejoindre le programme. Ce sera après sur des questions de financement où il faudra voir encore une fois au cas par cas, Mm. puisque a priori, je ne sais pas si France Travail finance une formation pour quelqu'un qui serait encore en emploi. Après, il y a ce qu'on appelle la démarche projet transition projet de transition professionnelle, où là, ça peut être l'employeur qui finance une formation. Donc, je t'invite à regarder cette façon-là de se faire financer et voir si ton employeur accepterait de prendre en charge la formation et de libérer. Mm. Camille demande, mais si je fais le BPRA, lequel conseillez-vous? Là, ça va vraiment dépendre de ton projet déjà. Est-ce que tu veux faire enfin, est-ce que tu veux faire un BPRA en maraîchage ou en PAM, puisque les deux sont possibles. Donc, c'est deux CFPPA différents. Et après, ça peut dépendre également des UCAR qui sont proposés. Donc, ça, c'est des cours à choix que tu peux choisir, qui sont obligatoires, mais tu as plusieurs choix possibles dans chaque BPRA. Donc, si, je sais pas, tu as vraiment envie de choisir un UCAR sur l'apiculture, s'il faudra se renseigner en amont, est-ce que ces deux BPRA proposent un UCAR en apiculture? Et après, ça peut être des critères comme le coût. Il y a un des BPRA qui est un petit peu plus cher, celui de Naturapol est un peu plus cher que celui de Onde. Donc ça peut être ce critère-là aussi. Et ensuite, c'est pareil, c'est des discussions qu'on peut avoir dans un second temps. Une fois qu'un candidat ou une candidate est admise dans le programme, on a des échanges réguliers avec eux, y compris sur ce choix-là, quel BPRA choisir, je sais pas, qu'est-ce que vous me conseillez, et on peut en discuter ensemble en fonction de votre projet. Et alors, je crois qu'il y avait une autre question dans la conversation, ouais, parce que le temps file. Et Camille qui demande
quels sont les organismes que vous conseillez pour le BPRA en distanciel? Donc, pour être clair là-dessus, peut-être que ça ne l'était pas. Nous, on a des partenariats avec 2 CFPPA pour faire le compagnonnage en double cursus. Donc, c'est le CFPPA de Onde ou celui de Naturapol. Et dans tous les cas, voilà, ça se passe dans un second temps. Une fois que vous êtes admis dans le compagnonnage, après avoir passé un entretien avec nous, on vous met en relation avec le CFPPA, enfin avec les deux pour que vous puissiez regarder les programmes de chaque BPRA. Une fois que vous avez choisi, de manière privilégiée avec le CFPPA, l'équipe du CFPPA, pour procéder à votre inscription et demande de financement pour le BPRA. Voilà. Super. Il va être l'heure d'aller déjeuner pour celles et ceux qui n'ont pas encore déjeuné, a priori, ou de prendre le café pour ceux qui terminent leur repas. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir pu poser vos questions. On espère que ça a pu vous éclaircir un petit peu sur le programme de compagnonnage si ça vous intéresse. Et puis, donc, comme je le disais, les candidatures sont déjà ouvertes depuis quelques temps maintenant sur notre site. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse à candidater assez rapidement. Et puis, vous trouverez donc sur cette dernière slide nos coordonnées ainsi que le lien vers le site. Et bien sûr, tout ça vous sera renvoyé aussi par mail pour retrouver toutes les informations. Mais normalement, si vous naviguez sur notre site, vous devriez vous y retrouver. Mm. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous écrire si vous avez des questions plus spécifiques. Et puis sinon, vous pouvez aussi dans le formulaire de candidature poser des questions aussi très, très liées à votre situation personnelle. Donc aucun souci là-dessus. Et ben merci encore Ouais. et une très bonne après-midi à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Bon appétit.